Salut à tous. Aujourd'hui, je retrouve pour une petite vidéo. En fait, j'ai bien envie sur cette chaîne aussi de pouvoir parler de sujets qui me touchent, qui sont liés ou pas avec la littérature. Souvent liés, bien sûr, puisque je pense que ce sont des réflexions qui émaneront de mes lectures. Mais, euh, mais voilà, et aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien parler d'un sujet qui me questionne. En fait, c'est aussi des sujets sur lesquels j'ai envie qu'on puisse discuter ensemble, que vous puissiez me donner vos avis en commentaire. Donc voilà, j'aimerais savoir, plutôt discuter avec vous un petit peu du sujet de l'achat des livres d'occasion. Alors, vaste sujet, dans le sens où, voilà, quand on regarde du point de vue de l'écologie, de l'environnement, bien sûr que l'idée c'est d'être plus sobre, donc de moins consommer, ou en tout cas de faire que notre consommation n'amène pas à de nouvelles productions, et à la production de nouveaux objets. Donc forcément le livre c'est un objet, et c'est un objet de l'industrie du papier, papetière. Donc voilà, le papier c'est fait à partir des arbres, on le sait. Donc forcément il y a tout un pan de réflexion à avoir autour donc forcément de cette production, et donc de cette utilisation de la ressource bois, la ressource bois, des ressources forestières. Donc ça c'est vrai que sur un plan purement environnemental, voilà, première réflexion, c'est de se dire, bien oui, au lieu d'acheter un livre neuf, eh bien on va prendre un livre d'occasion, ou un livre dans la bibliothèque d'emprunt dans la bibliothèque de nos parents. Plutôt qu'acheter un nouveau livre. D'ailleurs, il y a aussi, on pourrait faire le parallèle entre un livre papier et un livre numérique. Il y a des ACV, donc les ACV c'est des analyses sur tout le cycle de vie d'un produit, de savoir si c'est mieux d'acheter en papier ou d'acheter en, en numérique. Si la tablette numérique elle est utilisée, c'est-à-dire où on achète des livres sur cette tablette et où on lit des livres toute l'année sur cette tablette, alors la tablette va, en fonction d'un nombre de livres, en tout cas être suffisamment euh, moins carbonée, puisque forcément produire la tablette numérique, ça a un coût carbone très fort, plus que produire un livre. Mais si elle remplace X nombre de livres, et bien alors à ce moment-là elle est plus rentable en termes d'environnement. Oui, vous m'avez compris, non? Mais bon, là c'est pas trop le sujet, là c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on privilégie. Est-ce qu'on privilégie d'acheter des livres d'occasion, ou est-ce qu'on privilégie d'acheter des livres neufs? Donc évidemment que sur un plan financier, s'il y a des gens qui ont des difficultés financières, évidemment que cette vidéo est un peu hors propos, dans le sens où évidemment qu'on va aller vers le moins cher, et évidemment tant mieux en fait s'il il est possible pour des personnes qui ont des difficultés financières de pouvoir accéder à la culture. Donc ça je trouve ça super. Mais effectivement, dans cette dimension du livre d'occasion, il y a le fait d'acheter les livres d'occasion dans des librairies qui rachètent et revendent des livres, ou de racheter à des particuliers. Donc ça c'est aussi un deuxième pan de réflexion. Est-ce qu'on a envie finalement de créer une sous-économie de particulier à particulier, ou est-ce qu'on continue à contribuer aussi à ces petites librairies qui essaient tant bien que mal de survivre, et donc de créer cette économie annexe de la seconde main, enfin du livre d'occasion. J'ai pas forcément d'avis là-dessus. Peut-être que quand même je privilégierais par exemple à Giberjeune d'aller donner mes livres, récupérer un petit pécule, et puis que eux ils puissent du coup se faire une petite marge à la fois pour que des gens qui n'ont pas forcément les moyens puissent acheter des livres d'occasion, mais aussi que eux ils puissent participer à cette économie et retirer un petit bénéfice. Parce qu'au final, il y a vraiment cette question-là qui est centrale pour moi là dans cette vidéo. C'est que si on prend des livres d'occasion, imaginons sur Vinted, maintenant il me semble qu'on peut même acheter des livres d'occasion, donc de particulier à particulier.
il me semble que... donc évidemment, là, je parle pas pour les gens qui ont des difficultés financières, mais pour des gens qui peuvent s'acheter des livres neufs, sans que ça ne crée aucune difficulté financière pour eux. Pour moi, ce que j'aimerais apporter comme réflexion, c'est quand on peut acheter un livre neuf, finalement, quand on donne de l'énergie financière dans un milieu, à qui ça profite. Donc, évidemment qu'il y a les grands groupes, les maisons d'édition, l'industrie du papier, enfin, voilà, on va dire tous ces géants un petit peu qui ne sont pas forcément, comment dire, qui prennent la majorité du prix du livre d'ailleurs, et qui, on va dire, se goinfrent un petit peu avec tout ça. Mais il y a aussi deux autres éléments qui me semblent importants de citer et de mettre en avant si on décide d'acheter un livre d'occasion, c'est que quand on achète d'occasion, eh bien finalement l'auteur qui a écrit le livre, eh bien lui, il a vendu son livre une fois à une personne, il touche, je crois que c'est entre 10 et 20% du prix du livre, et puis si quelqu'un veut racheter ce livre mais d'occasion, bah, l'auteur lui n'est pas rétribué de cet argent-là, alors que c'est son travail qu'on lit et qu'on apprécie et qu'on achète en seconde main. Et donc du coup, lui au final, peut-être qu'au lieu de vendre 100 livres, il va en vendre 80 parce qu'il y a 20 personnes qui vont acheter ce livre d'occasion. Vous voyez ? Et ça pour moi c'est un sujet très important, donc je vais y revenir juste après, parce que juste pour terminer, donc le deuxième acteur qui pâtit un petit peu aussi de cette on va dire de cette économie secondaire, de la seconde main, c'est les librairies, les petites librairies indépendantes qui tant bien que mal essayent de survivre face aux géants, hein, donc Amazon qui vend énormément de livres, ou la Fnac, mais les petites librairies indépendantes, elles dépendent de l'achat des livres neufs, des livres qu'elles vendent et qu'elles mettent en vente dans leur boutique. Donc au final, il y a quand même deux maillons de la chaîne qui sont des maillons fondamentaux, je trouve, dans notre société. Donc la librairie indépendante qui nous permet d'avoir accès à un nombre de livres important, mais aussi choisi de manière indépendante. Vous voyez ce que je veux dire ? La Fnac, peut-être que voilà, ils peuvent être en partenariat avec les grands groupes, les grandes maisons d'édition, et peut-être mettre en avant plus ou moins certains types de livres, alors que les librairies indépendantes vont avoir leur propre direction artistique, on va dire, pour le choix de leur sélection, enfin leur sélection de livres. Et puis ce sont des commerçants, des petits commerçants qu'il faut aider. Donc voilà, ça c'est le message qu'en fait j'ai envie de faire passer, c'est quand on a évidemment la ressource financière, je trouve qu'il est important de se dire qu'on a aussi le pouvoir, pas seulement d'acheter pour se faire plaisir, mais le pouvoir de distribuer sa richesse, entre guillemets. Bon, ça fait un peu Robin des Bois ce que je dis, mais de se dire, ok, quand j'achète un livre, oui, je rémunère la maison d'édition, l'industrie du papier, etc. Mais je rémunère aussi le petit libraire, mon libraire de quartier avec qui je peux discuter, qui finalement met aussi un peu de baume au cœur quand on va le voir et qui nous recommande des livres. Et on rémunère aussi les artistes, les auteurs eux-mêmes, qui, enfin, j'imagine que vous le savez, mais sont souvent dans des conditions très précaires. Donc évidemment, il y a une partie des auteurs qui sont certainement issus de familles aisées. Et d'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, ce n'étaient que les enfants ou des héritiers qui pouvaient écrire. Par exemple, Proust, c'est un auteur qui vient de la bourgeoisie, c'est pour ça qu'il a pu écrire. Les paysans ou les esclaves, ils ne pouvaient pas, vous voyez, en termes de temps, en termes de... parce que le temps c'est de l'argent, donc... Et donc, au final, si on veut aussi permettre aux artistes, auteurs, de pouvoir vivre de leur art, et ne serait-ce qu'à minima, parce que même quand on vend des livres, on n'est pas forcément rentable sur le plan de la société, sur le plan où on peut se payer un loyer, se payer à manger, etc. Mais davantage, s'il y a une économie secondaire qui vient se créer
Et que finalement, les gens qui ont le pouvoir d'achat, je parle encore une fois des gens qui ont le pouvoir d'achat, je ne parle pas de, voilà, de ceux qui sont au chômage ou des étudiants, ou des gens qui n'ont pas la capacité financière, ne serait-ce que pendant un temps, de pouvoir acheter des livres neufs. Mais ceux qui en ont les moyens, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un devoir pour nous, et je m'inclus dedans, voilà, d'avoir les moyens d'acheter du neuf que de l'acheter en neuf. Et ça, je m'en suis rendu compte aussi en suivant pas mal d'artistes qui font de l'illustration pour l'édition jeunesse ou pour des bandes dessinées. Ce sont des gens qui sont dans une grande précarité. Et moi, parfois, j'achète aussi leur travail. Parce que je les soutiens dans leur évolution, dans leur carrière, mais aussi dans ce lien un peu parasocial, parce qu'avec les vidéos YouTube, bien sûr qu'on crée un lien parasocial, mais aussi parce que voilà, leur travail mérite salaire. Et en tant qu'artiste, ça mérite salaire également. Et donc, moi, en tout cas, c'est ma conviction, acheter neuf, c'est finalement, comment dire, vous voyez, on prend un savoir quand on lit un livre, une BD ou que sais-je, un essai, tout le savoir qui a été accumulé par la personne, voilà, entre 10 et 25 euros, nous, on a ce savoir et on peut l'avoir pour toujours, en physique et aussi dans la tête, vous voyez. Et je trouve que ça mérite rétribution à celui qui nous permet d'atteindre soit ce moment de beauté sublime quand on lit quelque chose qui nous transcende, ou ne serait-ce que sur le plan factuel d'apprendre des choses. Donc voilà, ça c'est voilà, une réflexion que j'ai envie de vous amener. Et ça peut se décliner d'ailleurs de manière très à d'autres secteurs, hein, ne serait-ce que sur le plan voilà, de l'achat d'aliments. Bah, oui, peut-être que acheter bio, c'est plus cher, mais c'est aussi une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte du coup la nature, et on fait partie de la nature qui nous respecte, enfin, c'est quelque chose de vertueux. Donc le bio, c'est plus cher, mais voilà, c'est finalement donner de l'argent, et donc l'argent c'est de l'énergie, enfin si on peut le dire de manière un peu physique, entre guillemets, il y a des échanges, voilà. Je vous donne une pièce de monnaie et vous me donnez un objet, un légume, un aliment, peu importe l'objet en soi, mais... Et donc cette circulation d'énergie, si on investit dans des projets qui sont vertueux, ou qui vont vers les bonnes personnes, et bien alors on soutient une économie qui est juste, qui est solidaire et qui est engagée. Si on a une aisance financière, alors on peut se dire que notre aisance, on la distribue pour que d'autres puissent avoir l'aisance. Les auteurs, moi j'ai envie de leur donner un peu mon aisance financière, même si du coup je me déleste de mon aisance financière, mais vous voyez, c'est un cercle vertueux, quelque chose... Je pense qu'il y a ma concierge qui va commencer à faire le ménage. Mais en tout cas, voilà, je vous enjoins vraiment à avoir ce genre de réflexion et à vous dire, est-ce que ça vaut le coup d'acheter en... Ça commence. C'est l'aspirateur, donc je vous dis à bientôt et dites-moi en commentaire surtout ce que vous en pensez. Je vais rapprocher le micro. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis j'ai hâte de vous lire. C'est vraiment un sujet phare pour moi de redistribuer à ceux en qui je crois de mon argent, l'argent que j'ai gagné, pour que ça leur profite et que moi ça me profite. Voilà, bon, allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt parce que là vous devez plus m'entendre. Ciao, bye bye.